Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayrou, Dana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. De ce panel, nous allons suivre l'exposé de la professeure Marie-Thérèse Sombo. Je vais la présenter rapidement. Elle est neuropsychiatre et professeure associée au département de neurologie, faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Elle est membre du comité d'éthique de l'école de santé publique, chef de service de neurologie infectieuse et parasitaire au CNPP. Elle est membre du groupe technique consultatif pour la vaccination. Voilà ce que l'on peut retenir de manière brève de la professeure Marie-Thérèse Sombo, que j'invite devant cette chaire sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Généralement, je suis timide, surtout devant une audience faite de personnes que je ne connais pas. Et même, c'est pour cela, donc je tremble. Et là, je n'ai pas pu faire la chirurgie. Je suis allée faire la neuropsychiatrie, un peu pour me faire soigner. Donc, vous allez comprendre si je tremble. Je suis un peu timide. Voilà. Mon exposé, donc les thèmes de mon exposé est la problématique de la santé mentale face aux objectifs du développement durable en RDC. Cet exposé va s'articuler autour de 5 points. Et comme contexte et définition de notre sujet, d'entrée de jeu, 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, dont notre pays, ont adopté officiellement un programme de développement durable avec 17 objectifs qui ciblent les défis mondiaux comme ceux d'éradiquer la pauvreté, de réduire les inégalités, de protéger la planète et d'assurer la paix et la prospérité pour tous. Et ça, c'est depuis 2015. Pour la première fois, de manière explicite, la santé mentale y est reconnue après un long passé fait d'exclusion. Et la santé mentale a été reconnue comme une des cibles des ODD. Et même que le lien étroit entre la santé mentale et tous les grands problèmes de développement, en passant par l'éducation, la croissance économique, et allant jusqu'au conflit et les changements climatiques, était souligné. D'ailleurs, la cible 3.4 indique que les taux de mortalité prématurée dû à des maladies non transmissibles sera réduit d'un tiers d'ici 2030 par la prévention et le traitement, ainsi que la promotion de la santé mentale et du bien-être, avec comme indicateur les suicides. Alors, c'est quoi la santé mentale? L'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif
et contribuer à la vie de sa communauté. La santé mentale a des indicateurs positifs qui sont le bien-être, la joie de vivre, l'optimisme, la confiance en soi, la capacité relationnelle et la régulation émotionnelle. Avec ces indicateurs, on peut dire qu'on est en bonne santé mentale ou on a une santé mentale positive. La santé mentale comporte 3 dimensions. La santé mentale positive, qui est perçue comme un état de bien-être qui permet l'épanouissement personnel et la qualité de vie. Il y a la détresse psychologique réactionnelle, qui est plutôt induite par des situations éprouvantes et des difficultés existentielles, qui se manifestent par un état de mal-être. Mais là, on ne parle pas encore de la maladie. Et comme 3e dimension, on a les troubles psychiatriques. C'est en ce moment qu'on va parler des maladies mentales avec ce qui suit comme les traitements psychiatriques. À côté de cela, il y a les déterminants. Les déterminants, comme ça peut être des facteurs de protection ou des facteurs de risque. On a des déterminants bio-psycho-socioculturels et des déterminants psychologiques et les déterminants socioculturels sont malléables, c'est-à-dire qu'ils sont modifiables. Et ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Les déterminants biologiques dépendent de l'état du corps, particulièrement du cerveau. Et cela, ça peut se faire en fonction du moment. Donc, ça peut être en période prénatale, pendant l'accouchement ou pendant l'enfance. Et ces facteurs peuvent dépendre aussi de la nature, de leur nature. Et la nature, ça peut être des facteurs héréditaires. Les facteurs héréditaires sont peu ou presque pas modifiables. Et il y a des facteurs acquis sur lesquels on peut également agir. Et les facteurs acquis sont des infections, des toxiques, des insuffisances ou des carences nutritionnelles et des traumatismes. Ici, c'est souvent des traumatismes crâniens. Alors, chez l'enfant, à côté de ce modèle, du modèle donc, de faiblesse, on a de modèles de protection qui sont le soutien. Les soutiens est fait d'aliments sains et nutritifs et d'accès aux soins médicaux. Il y a les soins aimants, sécurisants et stimulants. Ça, souvent, ça concerne le couple mère et enfant, mais également l'environnement familial. Enfin, on a la possibilité qui est faite d'accès à des interventions sociales et activités ludiques, donc l'activité de jeu, et des expériences d'apprentissage. Ici, il y a l'éducation, l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la santé mentale et développement durable dans notre contexte? Bon, depuis plusieurs décennies, notre pays fait face à plusieurs défis. Et ces défis sont en rapport avec le secteur économique, sécuritaire, dont, s'il vous plaît, dont... ça ne marche pas. Bon, ok. Les affrontements entre groupes armés, l'insécurité alimentaire, les conflits et tensions intercommunautaires et qui contrastent avec l'insuffisance des secteurs de la santé et de l'éducation, pour ne citer que cela. Et ces conditions peuvent impacter négativement la santé mentale. Et l'impact aussi de ces conditions affecte les développements,
la structure et le fonctionnement du cerveau en période pré-, péri- et postnatale. Bon, je donne un exemple. Une mère qui est stressée pendant la grossesse, une mère qui a connu des événements stressants comme la perte d'un membre de famille ou qui est en difficulté de couple avec son mari, peut transmettre ce stress à son enfant et à la naissance. Bon, donc on peut avoir des lésions qui ne sont pas visibles, qui touchent le cerveau et qui peuvent se manifester pendant l'enfance ou même à l'âge adulte. La littérature mentionne que les expériences négatives dans la petite enfance ont une influence déterminante sur la santé mentale et leur impact peut être important et de longue durée, donc jusqu'à l'âge adulte. Des travaux dans le domaine de l'épigénétique montrent que certaines expériences dans la petite enfance sont à même de modifier le génome de façon transmissible à la génération suivante. Ici, le génome, c'est quelque chose qu'on ne modifie pas, mais à force de vivre dans la pauvreté, dans la malnutrition, de connaître la malnutrition, donc ça peut modifier le gène des parents, de telle sorte, surtout de la mère, que ces gènes modifiés, la mère peut transmettre à son enfant, mais généralement, ça affecte la 3e génération. Et même, vous allez entendre parler de la pauvreté transgénérationnelle. Alors, malgré tout ça, avec tout ce qu'on a comme facteur de risque de santé mentale, il y a un manque de données fiables et à grande échelle concernant la santé mentale en RDC. On a quelques données éparses de handicap international. À un moment donné, ils avaient trouvé qu'il y avait 10% des Congolais qui étaient touchés par le handicap mental ou physique. Les données du Programme national de santé mentale en 2008 mentionnent, c'était lors d'une enquête, mentionnent que au moins 15 millions de Congolais avaient des troubles mentaux. À cette époque-là, on était à 60 millions. Vous pouvez faire les calculs. Alors, concernant la coordination en santé mentale, cette coordination n'a même pas tenu compte du découpement territorial. Donc là, c'est sur 11 provinces, et sur les 11 provinces, il n'y a que 2 provinces où on a en tête comme coordonnateur un neuropsychiatre. Concernant les ONG en santé mentale, la majorité, comme vous voyez, d'ONG sont concentrées à l'est du pays. Bon, c'est vrai que l'est du pays connaît un peu plus de problèmes que nous autres. Et ces ONG, quand il faut chercher à savoir qui fait quoi, où et comment, c'est vraiment compliqué. Alors, ces ONG arrivent vers l'est avec leur agenda qui ne tiennent pas compte des directives de la santé, du programme de la santé mentale et parfois avec des personnes qui ne sont pas compétentes en matière de santé mentale. Et pour ce qui concerne la prévention ou la promotion de la santé mentale, donc c'est pire, donc on ne fait même pas allusion. Et le paquet qui concerne leur intervention, c'est sur les aspects psychosociaux. Quelles sont les actions qu'on doit mener pour la promotion? Donc ici, il faudrait agir en amont de la maladie en faisant en sorte de favoriser les facteurs de protection et d'atténuer les facteurs de risque à travers l'information à la population, aux autorités. Et c'est ce que nous sommes déjà en train de faire à travers la recherche, ainsi que l'adoption d'une politique nationale pour la prévention et la promotion de la santé mentale. Il y a une politique nationale, mais le plan stratégique n'est pas
réalisé et même que bon, ce n'est pas vulgarisé. Et cette promotion vise l'amélioration du bien-être individuel et collectif. La prévention vise à réduire l'incidence des problèmes de santé mentale en s'attaquant aux facteurs de risque. Alors, pour pallier à l'insuffisance des données sur la santé mentale, nous avons mené une série d'études à Kayemba, dans la province de Kwango, de 2011 à 2015, en vue de cerner les facteurs de pérennisation de Konzo, de dégager les profils de troubles neurodéveloppementaux des enfants, ainsi que des facteurs de risque de ces troubles. En fait, les troubles neurodéveloppementaux sont des troubles qui se caractérisent par des dysfonctionnements, soit d'un ou plusieurs domaines du développement de l'enfant. Ça peut être le développement langagier, le développement sensoriel, le développement physique ou cognitif, donc qu'on appelle intellectuel, développement intellectuel. Alors, les konzo, c'est quoi? Le konzo, c'est une affection qui est caractérisée par une paralysie, une paraparésie, c'est-à-dire la paralysie incomplète de deux membres inférieurs. Donc, la personne peut marcher, mais la marche est troublée. Mais également, on peut avoir chez ces personnes qui sont affectées par le konzo des quadriparésies. Les quadriparésies, c'est la paralysie incomplète des 4 membres. Donc, peut marcher et n'est pas à mesure d'accomplir certains mouvements, certains gestes avec leurs membres supérieurs. Cette maladie survient dans un contexte de malnutrition, de pauvreté et d'intoxication aux substances cyanogènes, donc il y a de la cyanure, dans le manioc amer. Cette maladie affecte beaucoup plus les femmes en âge de procréer et les enfants, surtout les enfants d'âge supérieur à 3 ans. Avant nos recherches, cette pathologie était considérée comme une maladie purement motrice. Donc, quand on voyait les personnes avec des troubles de la marche, donc c'était rien que ça. Mais nos recherches ont permis de donner d'autres informations. Et une particularité, dans toute la documentation avant notre recherche, on disait que cette maladie épargnait les nourrissons, donc les enfants âgés de moins de 3 ans. Alors, notre recherche a eu la pertinence de dégager pour la première fois chez des enfants konzo, à Kayemba, et même ceux qui n'étaient pas atteints de cette maladie, les troubles moteurs, cognitifs et socio-émotionnels. Et nous avons également trouvé que les enfants de moins de 3 ans n'étaient pas épargnés. Et également, 67% de ces enfants avaient un quotient de développement inférieur à 100. Nous avons parlé hier des quotients intellectuels, quotients de développement. Et tous ces troubles étaient associés en dehors de ce qui est connu, la malnutrition, la pauvreté, l'intoxication cyanhydrique. Pour la première fois, on a trouvé que c'était également associé au stress prénatal maternel. Nous avons également, pour ce qui est de la pérennisation, nous avons trouvé que les habitants de Kayemba trouvaient que cette affection était liée à la sorcellerie. Les troubles intellectuels étaient essentiellement des troubles de mémoire de travail, des troubles d'apprentissage, d'analyse visuospatiale et de planification. Alors, au regard de nos résultats, nous avons essayé de commenter, de cogiter, et nous nous sommes dit que la population de Kayemba qui attribue les konzo à la sorcellerie, alors que la malnutrition et l'intoxication cyanhydrique, bien qu'évidentes, parce que les analyses ont montré, ne sont pas perçues comme risque de survenue de cette maladie. Et ces croyances superstitieuses, quand on les associe à la précarité vécue à Kayemba,
sont à la base de troubles psychologiques. Et ces troubles sont une forme sociale de troubles intellectuels, ce qui ne permet pas à cette population d'opérer des changements sur le mode de détoxification du manioc, malgré plusieurs interventions au fil du temps. Alors, au regard de la littérature, nous avons trouvé que la capacité réduite des enfants élevés dans la pauvreté est liée au stress, qui a pour effet de réduire les volumes du cortex préfrontal et l'hippocampe, qui sont des structures du cerveau qui sont associées à la mémoire à court terme. Et même ces modifications touchent les fonctions exécutives, la planification, où on a retrouvé des troubles auprès des enfants, et la maîtrise des émotions. Et nous nous sommes projetés chez les adultes qu'on n'a pas évalué que ces croyances, ces adultes ne sont pas capables de modifier leur environnement, et c'est possible qu'ils aient présenté des troubles de fonction exécutive dans leur enfance, et ces troubles auraient évolué. Alors, ce qu'il faut savoir est qu'un des rôles de fonction exécutive est de résoudre des problèmes et des tâches. Mieux même, elles sont déterminantes dans la planification et la mise en œuvre des stratégies nouvelles. Bon, alors, à l'échelle nationale, on se demande, est-ce que nous n'avons pas connu de troubles déjà dans l'enfance qui concernent les fonctions exécutives et la planification? Alors, l'intérêt de notre recherche tient à la valeur, à la valeur des données sur les indicateurs et déterminants de la santé neurodéveloppementale précoce qui sont utiles pour des stratégies d'investissement sur la santé, le développement de l'enfant en vue de la préparation du développement humain et durable. Alors, ce qu'il faut retenir est que notre santé mentale est déterminée par notre santé mentale de l'enfance, et investir dans la promotion et protection des santé mentale dépend aussi des conséquences pré-, péri- et postnatales qui agissent à un moment donné et qui se manifestent à un âge donné jusqu'à l'âge adulte. Bon, il y a quelques recommandations où on peut puiser dans la devise de notre pays, paix, justice, travail, pour contrer la guerre, l'injustice, le travail, avec comme socle l'éducation, surtout l'éducation à la citoyenneté, la santé. Bon, il y a déjà des efforts qui sont faits pour en rapport avec le plan stratégique de la couverture de la santé universelle, où on doit inclure des services de santé mentale, des soins de santé au bénéfice du couple mère et enfant, et en tout cas une amélioration de l'intégration de la santé mentale dans les services de soins de santé primaire, et il faudrait qu'il y ait une législation. Alors, je vais chuter avec deux déclarations des personnalités suivantes. La première est de Jack Shankoff, qui dit qu'il faut investir dans la petite enfance pour porter les forces vives futures de nos États, de nos économies et de nos communautés. L'heure tourne et il faut agir maintenant. La deuxième est celle de Carole Bellamy, qui dit que l'avenir de toute une nation est directement lié à l'avenir de ses enfants, et en investissant en faveur des enfants et de leurs familles, les pays investissent en fait dans leur propre développement. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Marie-Thérèse Sombo, pour son exposé portant sur la santé mentale face aux objectifs de développement durable en RDC. À Liango, nous passons la parole à la professeure Marie-Thérèse Sombo pour pouvoir apporter des éclaircissements par rapport aux questions qu'elle a reçues.
Merci, monsieur le modérateur. Je m'en vais répondre aux préoccupations du professeur Mbiangando, déjà en rapport avec les crétinismes et les konzo. Je dirais que les crétinismes et les konzo procèdent de mécanismes physiopathologiques différents. Dans les crétinismes, c'est lié à l'hypothyroïdie de la mère. Donc, les substances cyanogènes complexent la captation de l'iode au niveau de la glande thyroïde et qui fait que la mère soit en hypothyroïdie, et l'hypothyroïdie qui engendre le crétinisme. Alors, dans le crétinisme, il y a un retard staturopondéral, donc le retard de croissance, avec les troubles intellectuels. Il n'y a pas de troubles moteurs. Deuxièmement, c'est dans les contextes d'apport insuffisant en iode, ce qui n'est pas le cas de konzo. Alors, les substances cyanogènes, donc les principaux organes touchés, il y a le cerveau, il y a la glande thyroïde, mais il y a aussi des études qui ont montré le pancréas, parce que en cas de konzo, le konzo qui est survenu à Bukavu, on a trouvé les personnes qui présentaient les konzo avaient aussi des hyperglycémies. Alors, il y a également le cœur. Bon, et nous, dans nos études, on a constaté des troubles de rythme cardiaque chez les enfants atteints de konzo. Alors, pourquoi Akayemba? Le konzo est décrit pour la première fois déjà en 1901 par Trodi, et on a parlé de troubles, mais on ne connaissait pas la cause. Les études postérieures ont montré que c'était lié à l'intoxication cyanhydrique. Et pour cela, il y a un seuil que l'OMS a fixé. Et nous sommes partis, déjà donc les études qui ont été faites antérieurement ont montré que les enfants qui avaient les konzo avaient des taux au-delà des seuils fixés par l'OMS. Et les études sur terrain ont même montré des taux de cyanure, même dans la farine de manioc, qui était très élevés au-delà des seuils. Alors, à Kayemba, il n'y a pas de problème d'iode, hein, et donc on n'a pas les crétinismes. On a les troubles de la marche. Et on a dit que les konzo, c'était une paralysie. Hein, donc une paralysie, soit de membres inférieurs, soit de membres supérieurs. Alors, mais quand mon promoteur, quand il a fait ses premières études sur l'électroencéphalogramme, il a trouvé que l'électroencéphalogramme était perturbé. Donc, ça ne pouvait pas être de troubles moteurs purs. Donc, on devait avoir d'autres troubles. Et c'est comme ça qu'il a amené un projet de l'Université de Oregon pour évaluer les capacités motrices et les capacités intellectuelles de ces enfants. Et pour la première fois, on a trouvé, en dehors de troubles décrits par l'hypothyroïdie, donc ces enfants-là n'avaient même pas d'hypothyroïdie. Et ils avaient des troubles intellectuels, mais qui étaient associés à la malnutrition, à l'intoxication cyanhydrique et à la pauvreté, parce que nous avons utilisé des échelles pour mesurer la pauvreté. Mais les konzo, ce n'est pas seulement une affaire de Congolais. Donc, on trouve les konzo dans d'autres pays d'Afrique, Mozambique, Tanzanie, RCA, Cameroun, mais c'est à Kayemba, même en RDC, donc à Bukavu, mais là, c'était lié à la guerre de 1998, parce que, effectivement, on peut tous consommer les substances cyanogènes, mais quand on est malnutri, on manque des enzymes qui détoxifient. Hein, ce sont plutôt des protéines qui contiennent le soufre apporté par la nourriture. Donc, dans ces cas-là, on ne sait plus détoxifier les substances cyanogènes. Alors, à Bukavu, quand la situation est passée, donc il n'y a plus de cas de konzo, parce que nous avons été même à Bourigny, à Kaziba, évaluer les enfants, et on a trouvé les derniers qui avaient le konzo avaient plus de 17 ans. Alors qu'à Kayemba, si vous y allez, vous allez trouver encore des gens qui ont le konzo.
Et l'ACF a montré que plus de 1%, parce que c'est 1%, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. À Kayemba, c'est vraiment une épidémisation de Kondo. Et c'est comme ça que nous avons été à Kayemba mener ces études. Voilà. Alors, par rapport aux substances cyanogènes contenues dans d'autres aliments, il y a le haricot, effectivement, mais pas chez nous, en Éthiopie. Il y a la variété qu'on appelle la Tyrus stavus, quelque chose comme ça, qui donne pas les Kondo, mais qui donne une forme de neuropathie qui consiste aussi en trouble de la marche. Bon, donc je peux répondre, hein? Ok. Alors, pour la question de professeur Matamba, donc celui de savoir, plutôt celle de savoir si les traumatismes crâniens peuvent modifier les quotients intellectuels. Donc, ça ne peut pas, parce que, en fait, c'est un facteur de risque. Ce n'est pas un facteur de protection. Donc, chez nous, enfin, en neurologie, on a 10 avenues qui peuvent perturber le fonctionnement cérébral ou le fonctionnement mental, donc parmi lesquels il y a les traumatismes. Quand vous parlez des enfants autistes qui peuvent avoir un quotient intellectuel élevé, c'est vrai. Il y a des causes, comme les traumatismes, qui peuvent déterminer, pas l'autisme, mais on appelle ça des syndromes autistiques. Mais pour l'autisme qui peut être lié à des facteurs génétiques, donc les enfants, ils peuvent avoir les quotients intellectuels élevés, mais ils n'ont pas de compétences sociales. En fait, le problème se trouve au niveau de la communication. Les enfants autistes ont des problèmes de communication. Donc, ils peuvent être intelligents, mais ils manquent de compétences sociales. Donc, le traumatisme ne peut pas améliorer le quotient intellectuel. Merci. Merci beaucoup, professeur Marie-Thérèse Sombo. Moi-même, je suis tenté de poser même une question, mais nous avons une contrainte de temps. Si vous pouvez souffrir que nous puissions arrêter ce panel, cela nous permettra de continuer avec le programme. J'invite donc Madame le professeur Odette Kabena pour nous permettre d'embrayer sur le prochain programme. Je vous demande d'applaudir les intervenants. Monsieur, mesdames, de l'assistance, nous voilà à la fin du